Bonjour et bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur un phénomène humain vraiment fascinant et, soyons honnêtes, souvent super frustrant, l'auto-sabotage. C'est une dynamique un peu complexe, mais qui soulève plein de questions passionnantes sur la façon dont notre esprit fonctionne. Alors, imaginons une situation ultra courante. On veut sincèrement avancer dans la vie, n'est-ce pas? On a ce projet professionnel qui nous tient à cœur, ou bien on veut enfin quitter une relation toxique, prendre soin de sa santé, ou juste poser une limite claire avec un proche. Mais là, de manière quasi inexplicable, au moment précis de passer à l'action, bim, on complique notre propre trajectoire. C'est quand même un grand mystère, non? Pourquoi appuyer sur le frein pile au moment où on a le plus envie d'accélérer? Pour essayer de démêler tout ça, voici notre petite feuille de route. D'abord, on va voir le paradoxe de l'avancement. Ensuite, l'idée d'une stratégie de protection. En 3, les différents visages de l'autosabotage. 4, les peurs profondes qui se cachent derrière. 5, l'impasse totale de la culpabilité. Et enfin, le chemin vers la sécurité intérieure. Allez, on commence tout de suite avec notre première partie, le paradoxe de l'avancement ou comment vouloir avancer tout en restant complètement bloqué. C'est vrai que, qu'on l'observe chez les autres ou qu'on le vive soi-même, c'est extrêmement troublant de voir quelqu'un réunir, malgré lui, les conditions exactes de son propre échec. D'un côté, on a ce désir, vraiment authentique et profond de s'améliorer. Et de l'autre, eh bien ça se heurte de plein fouet à de l'évitement, à une fâcheuse tendance à se disperser dans des tâches qui n'ont aucune importance, et à des doutes totalement paralysants. Évidemment, ce gros choc engendre une frustration immense et très souvent un lourd sentiment de culpabilité. Du coup, on finit inévitablement par se poser la question, est-ce que c'est juste un simple manque de volonté? Ce qui nous amène à la deuxième partie, la stratégie de protection, ou comment repenser ce qui nous semble complètement irrationnel. En fait, l'idée centrale de notre analyse d'aujourd'hui, c'est que ce comportement, qui a l'air absurde en surface, possède une véritable logique inconsciente. Dans une approche thérapeutique, on ne voit plus du tout l'autosabotage comme un défaut de caractère ou une simple erreur. Non, on le redéfinit comme un mécanisme de protection. C'est littéralement une stratégie mise en place par une partie de notre esprit pour nous éviter des menaces perçues, des choses comme le rejet, la honte ou la perte de contrôle. C'est vrai qu'en surface, le jugement est hyper rapide. On se dit «Oh, c'est de la paresse» ou «c'est un manque de discipline» ou juste un échec de plus. Mais si on creuse un peu, la réalité psychologique est bien plus profonde. C'est en fait un bouclier inconscient érigé contre la peur. Parce que oui, avancer et changer, même quand on le désire ardemment, ça peut aussi s'avérer profondément déstabilisant et inquiétant. Passons à la troisième partie, les visages de l'auto-sabotage. Regardons un peu comment ça se manifeste de façon très concrète. Au quotidien, ça prend des formes parfois très discrètes, mais redoutablement répétitives. Par exemple, procrastiner pendant des semaines juste au moment critique d'un projet. Ou bien abandonner de façon inexplicable alors qu'on était à un millimètre de la réussite. Ça peut aussi être le fait de retourner encore et encore dans des relations qui font souffrir, d'être incapable de poser des limites claires ou carrément de se surcharger de travail jusqu'au burn-out. En apparence, ça va totalement à l'encontre de notre bien-être. Mais en réalité, le système essaye juste de maintenir un danger interne à distance. Et très souvent, tout ça s'accompagne d'une petite voix intérieure très dure. Vous savez, ce fameux discours qui tourne en boucle. Je vais encore échouer, je n'en suis de toute façon pas capable, ou à quoi bon essayer. C'est une autocritique implacable. Mais attention, elle a une vraie fonction. En se dévalorisant à l'avance, on s'interdit de prendre un risque. Et du coup, on s'empêche de se confronter à une souffrance qui, dans notre tête, serait potentiellement bien pire. On arrive à la quatrième partie, les peurs profondes cachées, c'est-à-dire ce que notre comportement cherche désespérément à éviter. Alors, quelles sont ces fameuses menaces invisibles qu'on tente d'esquiver à tout prix? Bien sûr, il y a la peur de l'échec, ça c'est un grand classique. Mais il y a aussi une part beaucoup plus contre-intuitive, la peur de la réussite. Et oui, pourquoi avoir peur de réussir? Eh bien parce que réussir, ça veut souvent dire être vu, prendre de la place, s'exposer au jugement, et donc prendre le risque de décevoir les autres. À côté de ça, on retrouve aussi la peur du rejet, la peur d'être vulnérable émotionnellement, ou tout simplement la peur panique de voir nos anciens repères disparaître. Parce qu'aller de l'avant, ça implique souvent de rencontrer des émotions qu'on avait soigneusement enfouies, comme la tristesse ou la colère. Et pour ceux qui ont appris très tôt dans la vie que pour rester en sécurité, il valait mieux ne pas faire de vagues et ne pas trop briller, eh bien l'autosabotage devient la méthode parfaite pour rester dans ce qu'on connaît. Même si ce fameux connu est douloureux ou frustrant, il a au moins l'avantage énorme d'être familier et prévisible. Ce qui nous mène à la cinquième partie, l'impasse de la culpabilité et pourquoi se juger durement ne fonctionne jamais.
Quand on se surprend en plein auto-sabotage, le premier réflexe, c'est souvent de s'en prendre à soi-même. On a très vite fait de se traiter d'immature, de paresseux et de s'exiger encore plus de contrôle et de discipline. Alors oui, avoir un peu de structure, c'est bénéfique, mais attaquer de front un mécanisme de protection avec pour seule arme la culpabilité, ça ne fait qu'une chose, ça renforce notre insécurité intérieure et ça perpétue le conflit. C'est littéralement une voie sans issue. Le vrai déclic, le pivot thérapeutique dont on a besoin, c'est de changer radicalement d'approche. Au lieu de se répéter cette phrase accusatrice « mais pourquoi on fait encore ça ?», il est 1000 fois plus constructif et libérateur de se demander « bon, qu'est-ce que cette partie de moi essaye d'empêcher ?» même si elle s'y prend de façon hyper maladroite. Et là, on ouvre une vraie porte. On remplace la honte et le blâme par une véritable curiosité bienveillante envers soi-même. Et voici notre dernière partie, la 6e, vers la sécurité intérieure, le vrai chemin vers la liberté. Alors comment on sort de ce cycle infernal, sans se faire violence et sans rien forcer? Ça passe par un processus très apaisant, en 3 étapes. Étape 1, comprendre, c'est-à-dire repérer nos peurs sous-jacentes, et ça sans aucun jugement. Étape 2, sécuriser. C'est le travail en douceur pour apaiser notre système nerveux et restaurer notre estime de soi. Et enfin, l'étape 3, choisir librement. Parce que le but, ce n'est pas d'arracher nos armures brutalement, mais de se sentir suffisamment en sécurité à l'intérieur pour ne plus en avoir besoin. C'est seulement comme ça qu'on peut enfin agir en parfaite cohérence avec nos aspirations profondes. Le vrai changement vient de la compréhension de ce qui cherche à se protéger plutôt que de lutter contre soi-même. J'adore cette pensée. C'est une idée hyper libératrice qui nous invite vraiment à avoir une immense compassion pour nos propres luttes intérieures. Aller mieux, ce n'est pas se forcer ou se contraindre par la seule volonté, c'est retrouver petit à petit la sécurité, la conscience et surtout la liberté de choisir. Alors, la prochaine fois qu'on sentira que le frein s'enclenche tout seul, osera-t-on s'arrêter un instant pour demander à cette partie de nous ce qu'elle essaie si désespérément de protéger ?